Le Beef Podcast, c'est une discussion entre deux entrepreneurs qui ont plein d'idées de business, mais pas forcément le temps de les lancer. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dan Adler. Salut Dan, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Super, super, merci beaucoup. Alors Dan, on se connaît depuis plus de 20 ans. On a étudié ensemble à l'UT de Sceaux, mais on s'était un peu perdu de vue. Et en même temps, quand on se balade rive gauche à Paris, c'est dur de ne pas penser à toi, parce que tu as des agences IMO un peu partout. Tu en as 8, je crois, Ouais, sur la c'est rive ça, gauche. exactement. Ok. Et d'ailleurs, petite anecdote avant de commencer, il y a quelques années, je me baladais à Paris et je suis passé devant une de tes agences, tu donneras le nom tout à l'heure, et je suis rentré un peu en mode naïf, tu vois, et je me dis, bon bah Dan, il doit être là forcément. Et la personne à l'accueil, elle m'a regardé un peu bizarrement, elle m'a dit, non, Monsieur Adler n'est pas là en ce moment, etc. Elle était un peu gênée, et après en fait, j'avais pas réalisé à quel point tu t'étais développé. Et, tu vois, moi je pensais que tu avais une ou deux agences, et après, je me suis dit, ah ouais, non, il a quand même, il s'est quand même bien développé depuis le lancement de sa première agence. Donc, c'était pour la petite anecdote et pour donner du contexte. Mais je te propose maintenant, c'est à ton tour de te présenter. Qui es-tu? Déjà, avant de me présenter, je te remercie pour l'invitation. Moi, ça me fait énormément plaisir parce qu'on a passé des superbes années ensemble à l'IUT et c'est un vrai plaisir pour moi de partager ce podcast pardon, avec toi. Écoute, alors pour me présenter, donc je suis Dan Adler, je suis le co-gérant du groupe Deferla Immobilier. Donc, on a un groupe d'agences implanté sur Paris. Alors, rive gauche, mais pas uniquement. On est également présent sur la rive droite, pas au niveau des implantations de nos agences, mais au niveau du rayonnement, parce qu'aujourd'hui, on a une communication très intensive sur tout Paris. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai créé ce groupe, ça fait 20 ans quasiment que je fais de l'immobilier, parce qu'en gros, j'ai fini les études et derrière, j'ai quasiment enchaîné directement sur de l'immobilier. Donc, j'ai eu une présence avant en tant que conseiller dans un réseau national où je me suis formé, où j'ai appris à vraiment tous les rages du métier. Je suis devenu manager et puis petit à petit, j'ai voulu créer mon groupe que j'ai créé avec mon épouse, que j'avais également rencontré dans ce réseau. Donc on est tous les deux issus de l'immobilier. Et donc il y a 12 ans, on s'est dit, voilà, on aimerait créer une marque un peu différente qui prend les standards des réseaux et les standards des agences haut de gamme. Et en fait, on a appris un peu tous les avantages en réfléchissant surtout sur les inconvénients de ces marques-là, en se disant, voilà, comment on pourrait améliorer ça pour créer un concept, on va dire, adapté vraiment à une clientèle parisienne dans un premier temps, pour pouvoir vraiment laisser notre empreinte et créer une marque connue et reconnue sur le marché de l'immobilier. Très cool. Alors, on a déjà évoqué le secteur de l'immobilier dans ce podcast avec Alexandre Bonhomme qui est fondateur d'une start-up sur l'immobilier. Donc, c'est un peu Mm. différent. Toi, t'es très terrain. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est vraiment d'avoir ton point de vue en tant que directeur d'agence, notamment dans le haut de gamme, sur les opportunités ou peut-être les besoins que toi ou tes équipes, tes clients ont. Ça peut être effectivement hors du champ des agences, mais tous les services connexes qu'il y a. Je te laisse dérouler. Première idée de business, qu'est-ce que tu vois quelles sont les opportunités que tu vois dans l'immobilier haut de gamme aujourd'hui? Alors, que nous, on va dire, enfin, ce qui nous manquerait à nous à titre personnel, c'est ça? Alors nous, Ouais, c'est ça. je sais qu'on a à cœur de développer vraiment tout en interne. C'est-à-dire que dès qu'on a Mhm. une idée pour créer un service complémentaire, on essaye de l'intégrer. Donc ça rajoute des charges, bien entendu, et puis des fois, le savoir-faire sur certains domaines est un peu plus complexe. Mais c'est vrai qu'on aime bien tout gérer. Aujourd'hui, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe de la communication qui devient un élément clé. Je vois, on mise énormément là-dessus, mais c'est vrai que on gère tout en interne d'ailleurs, mais c'est vrai que pour des agences concurrentes, je pense qu'il y a vraiment du développement à faire là-dessus. C'est une demande qui devient indispensable parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris une part énorme dans le rayonnement d'une marque, notamment dans l'immobilier. Alors, je pense d'ailleurs à peu près dans tous les business, mais encore plus dans l'immobilier parce qu'on s'adresse à du particulier. Et au-delà de s'adresser à du particulier, c'est un produit qui plaît, qui fait rêver. C'est-à-dire que quand vous montrez un appartement exceptionnel, même si vous n'avez pas le budget, vous avez envie de regarder, ça attise la curiosité, on se projette. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on arrive à consommer assez facilement sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je pense que ça, c'est l'axe, on va dire, peut-être l'un des plus importants aujourd'hui
pour le développement d'une agence haut de gamme. Alors nous, on a fait le choix de tout gérer en interne, de créer, entre guillemets, alors on n'a pas créé une société de communication, mais on recrute énormément sur ce poste-là. Après, c'est tout ce qui va toucher généralement au CRM métier. C'est pareil, là, on a eu un développement assez fort, parce qu'on a les plateformes qui sont, on va dire, assez classiques. Donc CRM, c'est les logiciels pour rentrer les biens. Mais en fait, quand on regarde le squelette d'une agence immobilière, comment c'est fait, on se rend compte qu'en fait, rentrer un bien, rentrer un acheteur, c'est une partie du métier, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan pour le coup. Il y a énormément de tâches et en fait, le CRM métier doit être vraiment adapté à chaque agence. Donc, je pense que là-dessus, s'il y a des idées de développement, il y a énormément de CRM qui existent aujourd'hui, mais je pense que ce qui manque peut-être au métier, c'est d'avoir des gens qui vont pouvoir créer du CRM sur mesure avec une plateforme existante et qui vont pouvoir, on va dire, assez aisément, assez facilement s'adapter à l'agence qu'ils auront en phase 2. C'est un peu un des manquements. Alors, pareil, là-dessus, on a créé notre propre logiciel de A à Z. Ça a été un développement énorme, aussi bien en termes de budget que de temps, parce qu'au début, on s'est rendu compte qu'un CRM, c'est une usine à gaz. Et donc, ça nous a pris énormément de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on se lance dans le métier, qu'on veut créer une agence immobilière, la petite difficulté, c'est savoir quel CRM. Et derrière, en fait, c'est souvent les agences qui s'adaptent au CRM en question et pas les CRM qui s'adaptent à eux. Et ça, je pense que c'est un des éléments indispensables parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'outils qu'on multiplie pour avoir des sources d'informations sur les appartements qui vont être mis en vente parce qu'il y a plein de sourcing différents. Et en fait, on est obligé on va dire, de multiplier les contrats avec des fournisseurs pour avoir accès à des données qu'on pourrait avoir, à mon avis, sur un CRM qui centraliserait un petit peu tout et qui arriverait à scanner un peu le marché. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, parce que là, c'est très technique. Alors, c'est très clair parce que je me suis intéressé un peu à cet univers, mais je pense que même pour des gens qui sont pas trop au fait des agences IMO et des CRM, tu l'as très bien expliqué. Juste pour revenir sur le CRM, tu as dit que vous l'avez développé en interne, donc vous avez pris des freelances ou des devs externes Alors, pour une mission. non, on a pris une société Ouais. qui s'occupait de développement de logiciels, mais pas du tout dans l'immobilier. Ok. Donc ça a été un peu la difficulté. Tout le monde nous a dit qu'on était des fous de faire ça, etc., que ça avait déjà été tenté partout et que ça n'avait jamais fonctionné. On l'a fait parce que nous, on a une méthodologie de travail qui est vraiment propre à nous, sur plein de volets. On a énormément de process qui sont mis en place au sein de notre structure. Et ça, on voulait vraiment les garder. Et en fait, on a donc contacté cette société qui avait quand même déjà des belles références pour leur donner notre cahier des charges. Donc, il y a eu toute une étude qui a été faite. Ils sont venus même en agence. Ils ont regardé un petit peu notre mode de fonctionnement pour comprendre un peu nos besoins et pourquoi on voulait évoluer vers un CRM interne. Et donc, ils nous l'ont développé de A à Z. Donc, en fait, on n'a pas pris des freelances parce que vraiment, là, on avait besoin d'une expertise avec des gens qui ont créé des logiciels sur mesure. Ils ont créé le logiciel pour TagER, de pilotage pour une partie de l'État aussi, pour je ne sais plus quelle branche, bon, peu importe. Mais c'était une société qui avait des références. Et donc on a tout créé de A à Z. Et avec l'application mobile, avec tout ce qu'il faut, l'application mobile, on est en plein dedans. Mais là, ça va être le nouveau volet pour début 2025. Et le fait de créer un CRM maison, quel était la- j'imagine que c'est L'objectif. parti d'une frustration, ouais. Enfin, quel était Ouais, vraiment le alors, raisonnement? Parce que ça coûte une blinde, effectivement, de développer ouais, un ça coûte logiciel. super cher. Ça coûte super cher. Alors, il y avait deux objectifs. Une frustration et un objectif, on va dire plutôt. Ok. La frustration, c'était que l'ancien logiciel qu'on avait ne nous permettait pas de faire du sur-mesure. Il s'est adapté à nos besoins, mais il ne faisait pas du sur-mesure. Nous, on avait vraiment besoin de sur-mesure sur plein de volets différents. Pour la rentrée de saisie sur la prospection, pour le suivi de toutes les statistiques qu'on met en place,
pour automatiser les relances auprès de nos propriétaires, euh, pour automatiser les comptes rendus faits à nos propriétaires, pour mettre en place des newsletters. Enfin, en fait, tout ce dont il y avait énormément de freins sur des utilités, on va dire, un peu quotidiennes. Pourtant, il était bien fait, c'est un logiciel qui est connu, mais il n'y avait pas un pilotage de A à Z. On a un système, par exemple, avec ce qu'on appelle dans le métier des îlotages, où chaque conseiller il a une zone de prospection. S'il y a quelque chose qui tombe, ça va directement pour lui, pour la faire court. Là, avec notre logiciel actuel, on peut rentrer chaque secteur qui appartient à chaque conseiller. Donc, par exemple, quand il y a un lead qui est envoyé directement de notre site, ça va directement sur le planning du conseiller. Donc, en fait, tout est automatisé pour faire gagner du temps, même si au final, on a mis tellement de fonctionnalités qu'on n'utilise pas la moitié de ces fonctionnalités, mais ça, c'est dans le cadre de la suivi du développement. Donc ça, c'était un peu sur les frustrations. Il y en avait d'autres aussi. Comme on a les 8 agences qui sont à nous, on avait à cœur que les règles soient exactement les mêmes. Et donc, en fait, il y a un fichier commun aux 8 agences. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de l'ampleur des données, mais en fait, nous, ce qu'on prône au sein de notre entreprise, donc là, c'est vraiment pour un pilotage interne, c'est le fait qu'un client qui est rentré sous le nom de Ronan Potillon, eh ben, il ne peut pas être rentré sous le nom d'Anne Adler. Et donc, en fait, ce logiciel a un système de traçage qui va reconnaître le numéro de téléphone, etc. Ça peut paraître du B.A.B.A., hein, le B.A.B.A., mais quand vous avez 50 000 acheteurs en base de données, 30 000 à peu près propriétaires et des prospects, je ne pourrais même pas vous dire combien il y en a, et ben, au final, il faut vraiment que la bécane fonctionne très bien. Et donc, en fait, on a pu adapter nos règles internes au logiciel. Ce qui fait qu'en fait, pour les conseillers, c'est très sécurisant parce que c'est un métier où tu es payé qu'à la commission. Donc, autant dire que la protection de ton client, elle est super importante. Et donc, en fait, c'est un peu bête, mais on a fait ça aussi vraiment pour qu'il y ait une entente parfaite entre les conseillers et aider justement à éviter des conflits d'intérêts sur le même client, etc. Ça, c'était un peu l'objectif par rapport à la frustration. Alors, je ne pourrais pas reprendre toutes les frustrations qu'on avait, parce que là, ça fait 4 ans qu'on l'a créé, ce logiciel, même s'il est encore en train d'être amélioré aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, on a vraiment un logiciel qui est performant. Mais il y avait énormément de frustrations avec l'ancien logiciel qui ne nous permettait vraiment pas d'avoir un outil performant pour un groupe comme le nôtre. Ça, c'était l'objectif premier. Le deuxième objectif, qui est plutôt lié là, à une ambition, c'est la valorisation de l'entreprise. C'est peut-être bête, mais en parlant avec pas mal d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que plus tes outils t'appartiennent, plus la valorisation de ton entreprise a de l'importance. En gros, pour être clair, gérer sa communication en interne, avoir son propre logiciel, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément dans la valorisation d'une entreprise, surtout dans l'immobilier, où généralement, on va juste parler du nombre de clients que vous avez en portefeuille de gestion, le chiffre d'affaires que vous faites en transaction. Mais pour un groupe comme le nôtre, on va dire, qui essaye de valoriser la marque de son entreprise, au-delà du fait de juste faire du chiffre d'affaires, on s'est posé avec mon épouse, donc qui est mon associé, et on s'est dit, voilà, tout le monde nous dit à peu près la même chose, ça serait pas inintéressant qu'on développe notre propre logiciel et en fait que tous les outils qu'on propose à nos conseillers et qu'on met à disposition pour nos clients, en fait, nous appartiennent. Ok, donc c'est une vision vraiment long terme. Tu te dis, si en gros demain je dois revendre ou s'il y a un acheteur, mon entreprise sera plus intéressante aux yeux des acheteurs si j'ai tout internalisé. C'est ça. En fait, le logiciel, c'est quand même un outil qui permet de piloter un peu le mode de fonctionnement d'une entreprise, notamment dans l'immobilier. Et donc, en fait, les process qu'on met en place, le fait de les faciliter avec un logiciel sur mesure, ça nous permet quand même d'avoir un ADN peut-être un peu différent des autres, en tout cas sur le mode de fonctionnement. Et donc, quelque part, si on creuse pour se dire, voilà, combien ils font de chiffre d'affaires, pourquoi ils font ce chiffre d'affaires, se dire, c'est pas juste parce qu'il y a des bons commerciaux, même si c'est vrai, c'est aussi se dire, il y a un mode de fonctionnement qui permet justement aux commerciaux de gagner du temps pour justement être sur le terrain, etc., etc. Et donc, c'est vrai que c'est une vision à long terme parce que clairement, nous, quand on a créé le groupe, on a toujours une perspective sur le long terme en se disant, voilà, dans 10 ans, quel est le next step? Dans 20 ans,
quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on, etc., etc. Et c'est vrai que c'est des questions auxquelles on s'est posé ces questions avant même de créer le groupe, pour tout te dire. Hmm. Ok, très cool. Et aujourd'hui, ce CRM, est-ce que il y a une possibilité où quand il sera vraiment très très abouti et tu seras très content de toutes les options qui sont disponibles, tu te dis bah tiens je pourrais le commercialiser pour d'autres agences IMO qui se lancent ou ça t'intéresse pas du tout de partir Si, sur ce si, modèle? ça nous intéresse. On en a déjà parlé d'ailleurs avec la personne qui a créé, enfin l'entreprise qui a créé le logiciel, de mettre à disposition ce logiciel pour des confrères ou concurrents, peu importe comment on les appelle. Si, si, c'est une possibilité. Alors, ce sera pas moi qui vais le commercialiser, mais il y a une entente avec le fournisseur, même si on a rarement été sollicité sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que Mhm. les logiciels là ont aussi pas mal évolué et ce qu'il y a sur le marché, il y a des choses pas mal et à des coûts très très faibles. Donc c'est vrai que c'est assez, ça donne envie entre guillemets d'aller à la simplicité, mais ouais, c'est une possibilité. Ouais. Ok. Tu parlais de veille tout à l'heure pour aller trouver des biens, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se passe? Parce que encore une fois, vu que vous êtes dans le haut de gamme, j'imagine qu'il y a moins de biens que si vous étiez une agence, disons, qu'on peut trouver à tous les coins de rue. Alors, on fait tout type Comment vous faites? d'appartement, hein. C'est important Ouais. de le savoir. On fait vraiment tout type d'appartement. On a une gamme prestige, donc on a deux la prestige et on a deux la immobilier. Ce sont deux gammes différentes. Ok. On prend vraiment tout type d'appartement. Donc en fait, après dans le prestige, il y a pas mal d'appartements. Contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même Ok. du volume. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle prestige. Si on parle des biens à plus de 10 millions d'euros, là oui, il y en a peu. Mais maintenant, on va dire, au-delà de 2 millions, entre 2 et 5 millions, on a quand même pas mal. Mhm. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas le même volume que sur de l'immobilier, on va dire, classique, où le panier moyen, on va dire, il est autour de 800 000 euros. En tout cas, nous, sur la gamme classique, on est en moyenne autour de 800 000 euros sur le prix d'un bien. Donc voilà, mais en fait, ce que nous mettent à disposition les différents fournisseurs, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand moi, par exemple, j'ai commencé dans le métier, on avait, à dire, deux, trois manières pour récupérer des biens. Bon, il y a le réseautage, ça, c'est autre chose, mais je parle en termes de prospection. Il y avait vraiment le phoning qui fonctionnait extrêmement bien, parce qu'avant, tout le monde avait un téléphone fixe. Aujourd'hui, nous, quand on fait une réunion, par exemple, avec nos négociateurs, on leur demande qui a une ligne fixe chez eux. Sur 20 négociateurs, s'il y en a un qui a une ligne fixe, c'est déjà pas mal. Donc, ce qui Mhm. fait que cet outil de prospection qui était très très fort il y a encore 15 ans, encore plus il y a 20 ans, aujourd'hui devient quasiment obsolète. Donc en fait, on a d'autres outils qui nous permettent de savoir quand quelqu'un va pouvoir mettre en vente. Par exemple, il y a des logiciels qui arrivent à tracer les demandes de DPE qui ont été faites. Donc, dès qu'il y a un diagnostic de performance énergétique qui est fait, en fait, on a l'information. Donc, forcément, quand un vendeur fait cette demande, c'est que généralement, il y a un projet de vente, donc 90%. Donc, ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est le sourcing d'estimation. Un client va aujourd'hui pouvoir faire une estimation en ligne assez facilement, que ce soit sur notre site ou sur des sites type Meilleur Agent ou peu importe, il y a plein d'informations. Bah là, c'est d'arriver à sourcer tout de suite cette demande d'estimation. Alors, quand c'est fait sur notre site, ça nous envoie un lien direct. Mais il y a des plateformes aujourd'hui qui arrivent à truster un maximum d'informations par rapport à ça. Après, il y a toutes les mises en vente dans le particulier, donc PAP, Le Bon Coin. Même si ce n'est pas, on va dire, ce qui nous intéresse le plus en toute objectivité. On n'est pas tous les matins dessus à fond parce que la démarche clientèle n'est pas tout à fait le même. Même si on récupère des biens, on en vend et on est ravi de ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être un peu en amont des projets. Et donc, en fait, c'est tout ce qui est toutes ces informations, en fait, donc DPE ou intéressement sur le prix au mètre carré, c'est des choses où certains fournisseurs arrivent à scanner le marché et à nous donner les informations et donc on paye pour ça. Je pense que si on arrivait à avoir
un logiciel qui arrive enfin pas un logiciel, mais une plateforme qui nous permette de truster toutes ces informations sans multiplier, on va dire, les sourcings avec plusieurs entreprises, ça serait vraiment parfait pour la profession. L'autre frustration qui est énorme, mais qui est liée, je pense, à tous les professionnels de l'immobilier, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu commercialises un bien, tu as ton site internet, premièrement, tu as ensuite Se Loger, Meilleur Agent, Viens ici, Belle Demeure, Le Figaro, et j'en passe. Et en fait, quand tu multiplies tes abonnements, tu te retrouves avec des coûts mais énormissimes. Et en fait, c'est difficile aussi de s'en passer parce que tous les clients vont pas forcément sur les mêmes sites. Se Loger, on va dire, est leader, mais ils ne trustent pas forcément tous les biens. Et donc, en fait, avoir à disposition peut-être un outil qui pourrait permettre aux professionnels de faciliter la mise en vente de leurs biens en uniformisant un peu une plateforme unique avec une gamme prestige, avec une gamme classique, entre guillemets, créer un concurrent, mais qui serait presque payé par tous les professionnels. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu une bêtise, c'est-à-dire qu'on se met une balle dans le pied. Tous les concurrents, en fait, je vais prendre un exemple, mais si demain j'ai mes concurrents, il y a un nouveau site qui ouvre et ils prennent le leads et ils vont dessus. Quelque part, moi, je vais me dire, si j'y vais pas, je risque de perdre des clients. C'est un argument pour prendre des. On fonctionne pas tout le temps comme ça, mais je te fais un trait un peu tiré. Mais quelque part, s'il y avait un site unique, ça rendrait les choses beaucoup plus simples. Après, ça rendrait les choses beaucoup plus simples. D'ailleurs, il y a eu énormément de professionnels qui se sont réunis, ils ont créé une association pour essayer de contrer ça, mais ça prend pas du tout parce qu'en fait, l'outil n'existe pas. L'outil n'existe pas. En fait, scanner un logiciel, enfin un site de A à Z, le mettre à disposition des professionnels avec un abonnement raisonnable. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait défaut à la profession parce que si je te donne les coûts de ce qu'on paye par mois, tu me dirais effectivement c'est énormément d'argent, alors qu'en fait c'est de l'argent qu'on gaspille tous quelque part. Parce que s'il y avait un site unique, tous les acheteurs iraient dessus quoi qu'il arrive. Et en fait, on se démarquerait par le fait de rentrer des biens que nos confrères ne rentreraient pas. Mais aujourd'hui, tu parlais de Se Loger, Figaro, etc. Est-ce qu'il y a un site vraiment qui ressort? Et est-ce que c'est un risque pour une agence comme la tienne de dire bon on économise et puis on met tout sur par exemple Se Loger qui est leader? Est-ce que vraiment tu raterais du business? C'est compliqué à répondre. Ouais. C'est compliqué. On s'est posé la question 1000 fois. Vraiment 1000 fois. On ne prend pas le risque, en tout cas pour l'instant. Ouais. Mais, mais clairement, si tout le monde faisait ça, quoi qu'il arrive, tous les acheteurs iraient sur un site unique. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas cette entente entre agences qui permet de créer cette solidarité, on va dire. Pourtant, il y a eu des volontés très fortes, mais il y a énormément de discussions, mais il n'y a pas l'outil. L'outil qui permettrait de référencer tous les biens de toutes les agences, par exemple en France, comme un Se Loger, mais en pratiquant des prix, pas à la tête du client, mais en pratiquant des prix, on va dire, liés au coût de fonctionnement, avec bien sûr une marge, mais qui serait peut-être contrôlée, entre guillemets, et réévaluée chaque année par un système d'association, d'agence, entre guillemets, quoi. Ok, je vois. Parce qu'aujourd'hui, un abonnement sur Se Loger, c'est un abonnement fixe et ensuite tu payes des frais qui sont un pourcentage par rapport à, je sais pas, sur En chaque fait, nouveau bien que tu les mets. prix des abonnements, ils sont très compliqués parce qu'en fait, tu as de la publicité, tu as le fait de pouvoir booster tes annonces, de pouvoir envoyer des relances à tes clients quand il y a une baisse de prix. En fait, tu as plein d'options qui font que un contrat est très difficilement comparable à un autre. Et en gros, ce que tu payes, le prix de base, c'est voilà, tu as 300 annonces, tu payes pour 300 annonces.
Derrière, tu as comment vont être mis en avant ces annonces. Plus tu payes, plus elles sont vues, pour être clair. Et Mhm. donc, ça, c'est, on va dire, les grilles les plus importantes. Derrière, tu as aussi des prix qui sont différents selon les agences. Une agence qui a un point de vente payera peut-être plus ou peut-être moins qu'une agence qui a 10 points de vente. Une agence qui a un réseau qui a 1000 agences va payer un autre tarif, etc. Et donc, en fait, il y a des contrats qui sont tous différents puisque c'est du. Enfin, ils sont pas publics et donc en fait, vraiment, enfin, quand on s'est réunis avec les différents confrères, on s'est bien rendu compte que les prix étaient pas du tout les mêmes d'une agence à une autre. Donc c'est un peu à la tête du client, comme tu disais, quoi. Bah, ils doivent avoir un prix d'appel et après, effectivement, c'est de la négociation. Ils négocient sur leur Ok. marge et là-dessus, j'ai pas de jugement à faire, hein. Et puis, Mhm. on est tous responsables, on accepte ou pas. Mon contrat, je l'ai accepté, même si je le trouve cher, mais je l'ai accepté et j'ai pas grand-chose à dire. Mais quelque part, quand on voit la différence de tarification entre un site et un autre, je comprends le principe de on est le site le plus vu, donc on est le plus cher. Mais c'est pas du simple au double, quoi. Mhm. C'est 4, 5, 6, voire 7 fois plus cher, alors que c'est à peu près les mêmes sites, sauf que le rayonnement est différent. Et donc en fait, Mhm. je pense que vraiment ce qui manque aujourd'hui à la profession, c'est avoir un site de mise en ligne unique pour toutes les agences et qui soit performant. Et ça, le jour où il y a Mhm. quelqu'un qui arrive à créer ça, à proposer quelque chose qui fonctionne réellement, je pense que déjà il sera plus que riche et les agences seront plus que contentes. Mhm. Et le fait que ça n'ait pas fonctionné jusqu'à présent, tu dis qu'il y a eu des essais, tu penses que c'est parce que certaines agences sont pas prêtes à jouer le jeu ou c'est juste c'est Ouais, un c'est un problème ensemble de choses, technique, hein. c'est ouais. C'est un ensemble de choses, je pense. C'est un ensemble de choses. Je pense que il y a bien ici qui a fait un site qui est pas mal, mais le problème c'est ils sont pas forcément perçus sur la gamme luxe. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'ils font du bas de gamme, hein. Le site il est super bien foutu d'ailleurs. C'est juste que ce loger a réussi à créer un site, à dire adapté pour tout le monde, et en plus avec une gamme qui est belle demeure pour le côté haut de gamme, etc. Et donc en fait, ça répond un peu à la demande de tous les professionnels. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un site qui a réussi à faire la même chose. Et puis Ok. bon, il trust un trafic énorme, hein, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Mhm. J'aimerais juste qu'on revienne, si possible, un peu sur les outils de veille, parce que tu disais que tu internalisais beaucoup de process et tu expliquais comment vous aviez développé avec une agence votre propre CRM. Est-ce que vous avez déjà fait des essais sur justement sur le sourcing et sur la veille des biens en interne avec des logiciels custom que vous avez pour détecter des opportunités? Non, on l'a jamais fait. En interne, on l'a jamais fait. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Vous êtes satisfait des outils qui existent? Ah, je suis désolé, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Ouais, je te demandais si vous étiez satisfait des outils déjà existants que vous utilisez. Ouais, ouais, non, on est assez satisfait. Encore une fois, le vrai problème, c'est que il y a énormément de. En fait, chaque entreprise va proposer une chose un peu différente. Et donc, en fait, quand vous D'accord. cumulez le tout, bah, vous êtes on va avoir des conseillers qui vont utiliser plus un outil qu'un autre parce que bah, c'est pas des techniciens, c'est pas des geeks entre guillemets, c'est vraiment des Mhm. négociateurs. Donc, bah, avec le profil un peu à l'arrache et pas forcément très bien organisé. Et donc, plus vous allez multiplier les sites qui vont nous permettre d'avoir du sourcing, plus en fait on perd des sources, quoi, clairement. Ok. Et aujourd'hui, le sourcing, c'est un vrai enjeu parce que j'ai l'impression quand même que tu as, depuis le lancement de tes agences, tu as quand même réussi à développer une marque forte. Donc, on pourrait penser que les gens qui ont des biens
haut de gamme à vendre vont venir naturellement vers toi, ou est-ce que c'est pas encore assez est-ce que c'est une vision un peu enfin c'est pas ce qui se passe. T'as besoin vraiment de faire un effort de sourcing, d'aller chercher toi-même Alors, je vais être tes totalement franc, bizarrement sur le. Donc, ouais. alors en fait, on a énormément de biens qui viennent grâce à la notoriété, grâce à notre image, qui viennent Mhm. spontanément. C'est vrai qu'on en a beaucoup et de plus en plus, et notamment sur notre, pardon, notre gamme Prestige, où là, on se rend compte que chaque semaine, on a des clients qui nous appellent et on n'a pas vraiment besoin d'aller prospecter sur ce secteur-là. Sur la gamme, on va dire, plus classique, on a toujours besoin. On a toujours D'accord. besoin, et puis de toute façon, tant qu'il y a du chiffre à aller chercher, il faut aller le chercher. C'est-à-dire que on peut se contenter de ce qu'on a et c'est déjà bien, mais forcément, il y a l'ambition et il y a le fait de vouloir toujours plus. Et puis, je pense qu'il y a un intérêt commun, parce que les clients, généralement, sont très contents quand on va les chercher. Donc non, non, il y a un intérêt qui est toujours très, très fort. Je pense que d'ailleurs, c'est lié à toutes les marques dans l'immobilier. Aujourd'hui, on voit des réseaux qui avant, enfin des groupes qui avant ne faisaient absolument pas de prospection parce qu'ils pensaient que c'était peut-être en contradiction avec une image haut de gamme. Aujourd'hui, on les retrouve sur le terrain aussi. Donc je pense que aujourd'hui, il y a trop de concurrence pour pas aller chercher les clients. Et puis, même si la notoriété est importante, on n'est jamais connu de tous. Ok. Je peux pas faire un épisode qui parle de veille ou de CRM sans aller sur le sujet de l'IA. Aujourd'hui, est-ce que vous utilisez l'IA, ou est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires, des fournisseurs qui proposent des services qui n'existaient pas encore il y a 1 ou 2 ans, dopés à l'IA Alors, pour les agents immobiliers? eh ben, ça commence. Tu vois, cet après-midi, j'ai une visio qu'on me propose un outil par rapport à l'IA. Il y en a de plus en plus. Bon, moi, je l'utilise énormément à titre perso. Je pense que je suis celui qui l'utilise le plus d'ailleurs dans la boîte. Donc, on l'utilise. Après, mes négociateurs, je les pousse à utiliser l'IA pour les estimations, quand ils doivent faire une estimation, etc. Parce que franchement, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire, et le gain de temps surtout. Et au-delà de ça, la justesse. Parce que nous, les données, on les a. Par exemple, quand tu dois faire une estimation, tu vas avoir les 30 dernières ventes à proximité sur un périmètre on va dire de 100 mètres, 150 mètres. Donc ces données, tu les as. Derrière, l'intelligence artificielle, ça te permet de scanner tout comme un tableau Excel qui serait fait sur mesure, de t'en tirer une conclusion. Et puis toi, derrière, par rapport aux critères, on va dire que l'IA peut pas avoir, les défauts de l'appartement, le fait qu'il soit sombre ou le fait qu'il y ait une vue exceptionnelle, toi, ça te permet derrière d'ajuster. Mais ouais, l'IA, c'est un outil enfin, qu'on utilise de plus en plus, mais je pense qu'on pourrait l'utiliser bien plus. Et là, à mon avis, c'est le next step. Mais là, par exemple, nous, je sais qu'on va développer normalement avec notre éditeur de site l'intelligence artificielle qui va être aussi sur notre site pour pouvoir avoir en fait un vrai chatbox Mhm. sur notre site, mais qui aura plusieurs utilités, qui aura l'utilité de répondre aux attentes sur un achat, donc pour pouvoir avoir un onglet de recherche un peu différent, au lieu de mettre juste critères, prix, etc. Avoir l'IA qui va détecter un peu plus vraiment les critères de recherche du client, mais pas que, c'est-à-dire on aimerait intégrer ça aussi pour que n'importe quelle question puisse être abordée, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit juridique, qu'elle soit financière. Alors bien sûr, plus on peut inciter le client à nous appeler directement, plus on le fera. Et on l'a toujours fait, mais il y a des clients qui ne veulent pas forcément avoir un conseiller, qui veulent garder un peu d'autonomie dans leur réflexion sans avoir un conseiller, parce qu'ils ont cette peur, une fois qu'ils auront le conseiller, d'être harcelés. Ce n'est pas le cas, mais ça, voilà, on ne pourra jamais rassurer les clients si on les voit pas directement. Et donc, on voudrait mettre l'intelligence artificielle pour pouvoir donner vraiment des réponses très fiables. Donc, il faut d'abord l'éduquer pour pas qu'il y ait des bêtises qui soient sorties. Mais par contre, ça peut être un outil exceptionnel. Et ça, c'est un développement. On aimerait vraiment le faire pareil début 2025. Donc,
a priori avec notre créateur de site qui est là-dedans aussi, mais on n'est pas du tout fermé à avoir une entreprise externe qui peut nous aider là-dessus. Ok. Donc là, c'est plutôt sur la partie client, mais en interne, tu parles beaucoup de process aussi. Tu as dit que toi, tu l'utilisais énormément. Peut-être que tu l'as le pilote même chez Deferla Immobilier qui utilise l'IA. Comment tu aimerais que tes collaborateurs l'utilisent et comment tu les incites à l'utiliser? Alors là aujourd'hui, essentiellement, je trouve pour une chose qui nous prend du temps, c'est l'élaboration des estimations. Mhm. C'est bête, mais c'est Ouais. un point qui prend du temps parce que c'est là où tu dois sourcer énormément de données, les biens vendus, les biens à vendre, le nombre d'acheteurs. En fait, pour faire une estimation fiable, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose, c'est avoir les caractéristiques du bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toutes les données qui vont te permettre de dire, voilà, ça vaut tant parce que tant d'appartements sont vendus à tel prix. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a tant d'appartements avec les mêmes caractéristiques qui sont dans une gamme de prix de temps à temps. Donc ça, c'est la concurrence, il est bien en concurrence avec le vôtre. C'est important parce que si tu fais une estimation d'un bien qui vaut 1 million et que tu le mets à 1,2 million, bah, sur le marché, en fait, il est hors marché. Donc les biens en concurrence sont importants. Il faut regarder ce qu'il y a sur le marché. Et aussi, quelle est la demande? Combien on a d'acheteurs potentiels pour votre appartement? Et donc tout ça, on le fait un peu en manuel. Alors quand je dis en manuel, c'est que la première chose qu'on va faire, on va regarder dans notre logiciel, on va regarder combien on a d'acheteurs, etc., etc. Ensuite, on va analyser la concurrence. On peut aller sur les différents sites, se loger bien ici. On va regarder en mettant les différents critères combien il y a de biens en concurrence, quelles sont les gammes de prix. Et ensuite, on va regarder également tout ce qui s'est vendu donc dans notre logiciel comparable à ce bien-là, mais également sur d'autres logiciels auxquels on a accès qui nous permettent de truster vraiment l'ensemble des biens qui ont été vendus à proximité. On compare toujours les prix auxquels nous on a vendu en interne et les prix auxquels les biens se vendent en général, parce qu'il y a une différence qui est toujours en notre faveur, mais c'est assez cohérent puisqu'il y a des ventes Mhm. de particulier à particulier qui sont plus basses, il y a des ventes et puis il y a des fois des agences qui ont une politique un peu différente de vente vite, là où nous, notre politique, c'est plutôt de vendre au meilleur prix. Et donc, en fait, toutes ces sourcings, ça prend du temps. Et je pense que là-dessus, l'intelligence artificielle, alors c'est un des volets, hein. Je pense qu'il y a 10 000 choses, il y a des choses auxquelles je pense même pas, mais c'est un des volets où je pense que ça pourrait nous aider énormément parce que, en fait, quelque part, là, on va chercher là, 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 là. Et donc, en fait, si tu fais ton estimation de A à Z, ça te prend pas mal de temps. Alors qu'en fait, c'est des données en fait, qui devraient être scannées en un clic, entre Mhm. guillemets. Ouais. Ouais, c'est surprenant parce que j'ai l'impression qu'effectivement c'est un process très manuel et chronophage. Donc je suis surpris qu'il n'existe pas des solutions qui te, bah, un peu comme un chatbot pour un agent immobilier où tu dis bon bah voilà j'ai ce bien évalué et ensuite ça va scanner les données à droite à gauche. Bon, il y aura toujours une vérification manuelle j'imagine bien évidemment et un ajustement pour avoir le proposé au client pour être sûr que l'IA n'a pas halluciné et n'est pas allé chercher des données farfelues mais ouais, je suis un peu étonné que ça n'existe pas ce genre de solution. Euh, Ça va peut-être arriver, je sais Bah, pas. ça doit, bah, peut-être que ça existe, mais nous, l'idée, ça serait de pouvoir le scanner avec nos propres données, et du coup, ça Mhm. n'existe pas encore. C'est-à-dire, Ouais. on a eu des propositions pour pouvoir sortir des estimations, mais en fait, ça prend que quelques données qui sont importantes, hein, mais nous, on a envie de garder ce process, de pouvoir comparer les biens qui ont été vendus par nos confrères et nos biens, pouvoir comparer, parce qu'au final, quand tu vends en moyenne 5 à 7% au-dessus des confrères, bah, c'est un argument aussi pour prendre le mandat, et surtout le client, ça lui permet d'avoir une prise de décision qui est vraiment factuelle. Et puis pareil, notre base de données qui est conséquente, de pouvoir dire voilà, on a tant d'acheteurs, et donc il faudrait qu'elle soit adaptée à notre propre logiciel. Et toutes les données qu'on a, enfin, toutes les outils qu'on a eus pour des estimations, ils sont très bien, mais c'est des estimations classiques. Et nous, en fait, on
on arrive aussi à se démarquer par le fait dans beaucoup de cas, on vend un peu plus cher que nos confrères, quoi. Hmm. Ok. Tu parlais tout à l'heure de formation des équipes et de recrutement. Aujourd'hui, tes plus gros besoins de recrutement sont des commerciaux, j'imagine, pour tes agences? Ou tu as d'autres besoins de recrutement? Bah là, on a recruté, alors pour être honnête, on n'a pas de mal à recruter. Mhm. C'est pas un gros sujet. Alors, si on est toujours à l'affût de bons négociateurs, mais c'est vrai on a énormément de gens qui postulent chez nous et qui nous sollicitent. Donc, on arrive quand même à pas avoir cette problématique. On l'a eu pendant la crise vraiment qui était à son pic, où là vraiment on avait du mal à trouver des collaborateurs, on va dire, performants. Donc on a eu un petit peu plus de mal à recruter. Là aujourd'hui quand même on a des très bons CV de manière régulière. Mais oui, le besoin premier, il est toujours sur des négociateurs, puisque dans toutes nos agences, on a des assistantes, on a un service de com qui est là, et puis on a énormément de gens aussi à la com qui postulent. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas de souci là-dessus, en tout cas. Au niveau du recrutement, tes négociateurs, tu les recrutes directement après l'école ou tu préfères avoir des profils qui sont déjà passés par des concurrents, qui ont déjà de l'expérience? Dans l'idéal, on préfère quand ils ont de l'expérience, mais on a eu des profils excellents qui avaient zéro expérience et qui sont aujourd'hui les meilleurs du groupe d'ailleurs. Donc non, on prend tout type de profil. Alors là, aujourd'hui, c'est vrai on a énormément de CV, de négociateurs qui ont déjà de l'expérience. Donc c'est vrai qu'on gagne un peu du temps, mais franchement, on prend un peu de partout, hein. Je vois le meilleur négociateur du groupe, il avait aucune expérience et aujourd'hui, vraiment, il est sur une autre planète, quoi. Donc, ça dépend du profil qu'on a en face de nous. Après, aujourd'hui, c'est vrai on a un peu plus le choix, donc ça nous fait gagner du temps, on va dire, dans la formation, le fait d'avoir des collaborateurs déjà formés. Très cool. Et j'imagine qu'ensuite, vous avez un process de formation en interne sur les premiers mois, Ouais. un accompagnement. Ça, c'est quelque chose que vous avez développé également en interne ou vous êtes passé par une entreprise de formation qui vous aide Non, à... Non, en fait, on développe tout en interne là-dessus aussi. Et d'ailleurs, on est en train Ouais, de nous lancer un peu dans la formation aussi en ligne. En tout cas, ça va être fait là prochainement. On va proposer ça pour mettre à disposition à nos collaborateurs tous les modules en ligne, mais pouvoir aussi proposer ça à des gens qui sont déjà dans le métier ou qui souhaitent devenir agent immobilier. Mais par contre, on a un process assez bien mis en place. En fait, on a mon associé qui les forme commercialement de A à Z, donc avec un suivi qui dure à peu près pendant 2 mois, toutes les semaines, où là, elle les forme individuellement avec vraiment des formations commerciales qui leur apprend vraiment tous les outils qu'on a à disposition. Ensuite, dans chaque point de vente, on a un directeur ou une directrice qui s'occupe vraiment de l'accompagnement et de la formation, on va dire, terrain, où on montre vraiment absolument tout. On a également une assistante de direction qui est sur tout le groupe qui, elle, les forme sur le logiciel pour leur apprendre à vraiment à se servir du logiciel de A à Z. Elle forme aussi les assistantes pour que les propres assistantes puissent aider les commerciaux. Et il y a également une formation juridique et financière qui est faite généralement par mois. Et en plus de ça, on a des formations obligatoires où là, pour le coup, on est obligé de passer par une boîte externe puisque c'est des attestations qu'on peut pas nous délivrer à nos collaborateurs. ok, très cool. Avant de passer aux questions de fin, j'aimerais juste qu'on revienne sur la première chose que tu mentionnée dans l'épisode. C'était sur la communication. Et juste avant d'enregistrer, tu parlais également de la communication sur le réseau. Alors, tu m'as dit que tu étais un peu revenu sur LinkedIn, mais que tu avais un peu abandonné aussi. Enfin, t'es pas trop convaincu parce que finalement, la qualité des échanges que tu vas avoir sur LinkedIn n'est pas forcément très ciblé et n'apporte pas forcément beaucoup de deals.
Par contre, sur Instagram, tu me disais que ça cartonne et que ça te permet d'avoir accès à des prospects de très haute qualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur tes process et sur comment vous testez peut-être différentes approches sur Instagram? Ouais, bien sûr. Bah alors, en fait, LinkedIn, juste pour rebondir, c'est pas forcément qu'on est clairement, on a un retour beaucoup plus important sur Instagram. Aujourd'hui, LinkedIn, je pense que c'est indispensable pour un rayonnement B2B et pour un rayonnement métier. C'est-à-dire, on va rayonner auprès des agents immobiliers ou auprès des gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et donc, je pense que ça, c'est un volet que j'avais un petit peu mis en stand-by parce qu'honnêtement, on peut pas être partout. Mais je me rends bien compte que c'est quand même indispensable, c'est important. En plus, ça permet de véhiculer une image différente. On va dire, on va peut-être parler un peu plus du métier, là où sur Instagram, on va plutôt montrer ce qu'on a en portefeuille. Et donc, c'est un axe un peu différent, mais force est de constater que D'accord. sur Instagram, on va avoir un retour, on va dire, direct de clients, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, parce que on montre des biens exceptionnels et que ces biens exceptionnels, l'algorithme Instagram nous permet d'avoir une diffusion qui est vraiment internationale en quelques heures. Quand une vidéo fonctionne, on peut avoir un rayonnement à travers vraiment tous les pays du monde en quelques heures et donc notre communauté en plus qui est essentiellement internationale puisque je vois dans mes abonnés, j'ai quasiment 50% de mes abonnés qui sont étrangers, ce qui est énormissime. Et donc ça te permet d'avoir un retour très rapide avec des acheteurs qui vont nous poser des questions, on fait énormément de visites et surtout ça nous permet aussi de toucher des célébrités, des gens on va dire qu'on n'aurait pas pu toucher autrement. L'autre avantage c'est que quand par exemple quelqu'un qui a énormément de budget nous contacte directement, pas sur les réseaux mais par exemple sur les plateformes, on est rarement en contact direct avec eux. C'est souvent l'assistante ou le conseiller qui va nous contacter directement. Sur Instagram, c'est la personne directement qui va nous contacter. Quand il y a un joueur de foot qui me contacte en direct. Quand c'est un acteur, il va me contacter en direct. Alors, on n'est pas à la chasse forcément à la personnalité, mais c'est des gens auxquels on n'aurait pas pu forcément avoir accès il y a quelques années, ou en tout cas plus difficilement. Aujourd'hui, on a accès à ça et donc ça permet d'avoir une diffusion aussi qui est très importante. L'autre avantage, c'est que c'est quelque chose qu'on gère de A à Z, c'est-à-dire que ça prend du temps, c'est de l'énergie, mais par contre, c'est pas payant. Donc c'est une communication qu'on peut maîtriser de A à Z, qui est pas payante. On met pas un euro sur Instagram, et donc par contre, c'est énormément de temps de travail, mais ça nous permet d'avoir une visibilité énorme. Est-ce que tu as déjà pensé à lancer ta chaîne YouTube également? Est-ce que c'est le cas déjà? Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Alors, on a une chaîne YouTube qu'on n'utilise peut-être pas assez et peut-être pas de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à relayer les visites qu'on fait sous format de short, là où on devrait, je pense, communiquer sur des formats plus longs. Mais maintenant, le problème un peu, c'est que, alors, même si je rêverais faire que de la communication, parce qu'au final aujourd'hui c'est peut-être ce que je préfère, la réalité c'est que je suis un chef d'entreprise et que je peux pas faire le même métier qu'un créateur de contenu ou autre, même si quelque part, si demain avec mon associé on arrive à trouver des gens qui peuvent nous relayer sur le pilotage commercial de l'entreprise et nous occuper de la communication et faire que ça, je pense que ce serait l'idéal parce qu'on aime bien on prend du plaisir et a priori ça se transmet puisque c'est les retours qu'on a. Aujourd'hui, on a vraiment pas le temps et en fait, je sais que sur YouTube, il faut des formats quand même plus longs, plus détaillés. Euh, Tu vois là, le format qu'on est en train de faire, moi, c'est un format qui me plaît. Je suis pas mal sollicité pour des podcasts. Généralement, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas le temps. Là, je suis trop content parce que c'est avec toi et ça me fait énormément plaisir. Mais mon planning ne me permet pas, hélas, de pouvoir faire ça. Et je pense que c'est des formats qui sur YouTube passeraient très bien et nous permettraient de capter aussi une autre clientèle. Et en fait, je pense que tous les réseaux en fait permettent d'attirer une clientèle différente. Et je pense que tout est cumulable. Il faut d'ailleurs tout cumuler. C'est juste après une question de temps. En plus, c'est vrai que sur les réseaux, par exemple, si je parle à titre perso, quand c'est mon image,
J'aime moi répondre directement aux gens. Je veux pas déléguer ça à mon service de com qui m'a déjà dit mais pourquoi tu nous donnes pas accès à ton compte? Et je dis c'est pas que je veux pas donner accès à mon compte, c'est que je veux répondre à mes clients. Et donc ça prend beaucoup de temps et comme bah on a aussi 8 agences, on a 70 collaborateurs, on a beaucoup de choses à gérer, et ben faut avoir le temps. Ouais. Puis faut donner la priorité là où tu as Ouais, plus c'est de ça. levier également. Donc je comprends tout à fait. Et je pense qu'il y a bah, justement, pour retourner un peu sur la thématique du podcast, il y a peut-être une idée de business là d'agences qui pourraient accompagner les agents immobiliers à se lancer sur YouTube. Tu vois, ils viennent Hmm. avec toi pendant une semaine, ils te filment dans ton quotidien. Ensuite, ils Ouais, font bah ça c'est toute génial. l'édition, etc. Ça serait top. Et je Non, sais non, qu'il y mais a beaucoup clairement. d'entrepreneurs qui font ça. Euh, Peut-être que tu le connais, c'est un entrepreneur aux États-Unis. Je crois il a même sa série Netflix. Je crois que son prénom c'est Ryan et il vend de Ryan l'immobilier de Serent, luxe. il est trop Ouais, fort. ça doit être lui. Ouais. Il est Ouais, trop ouais. fort. Donc Ouais, c'est une ouais, inspiration pour toi ce genre de ouais, j'aime modèle. beaucoup ce qu'il fait. Ouais, clairement, il déchire. Ouais. Il déchire. Il est excellent. Et en plus, lui, il a créé son entreprise. Alors lui, il est très fort parce qu'il a réussi à développer sa propre IA mise à disposition pour ses négociateurs. Il fait des formations en ligne, etc. Ok. Euh, il a eu un levier très très rapide d'évolution. Euh, Clairement, je pense que on est capable d'avoir les mêmes, de faire le même développement. Nous, ce qui nous a clairement fait mal, c'est la crise. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'être un peu plus restrictif sur nos budgets et d'y aller pas à pas. Sortir, enfin, on sort la tête, on l'a sorti depuis un petit moment de l'eau, mais bon, on a fait énormément d'investissements sur des points de vente, etc., qui nous ont chargé énormément et donc qui nous ont pas permis de développer exactement la marque à la vitesse à laquelle on aurait voulu aller ces derniers temps. Ok. Avant de passer aux questions de fin, est-ce que je peux avoir justement ton opinion et ton avis d'expert sur le marché? Tu dis que la crise a fait mal quand même. Est-ce que c'est le cas également sur l'immobilier haut de gamme ou est-ce que l'immobilier haut de gamme finalement c'est un peu la bulle où quoi qu'il se passe, il y aura toujours des besoins euh, tu parlais de la clientèle étrangère, on sait qu'elles ont quand même un pouvoir d'achat qui est quand même conséquent. Mais est-ce que la profession a souffert également de la crise et quel est le marché actuel? Quel est l'état actuel du marché? Alors vraiment sur l'immobilier de luxe, à proprement dit, je pense pas qu'il y ait eu d'impact énorme. Mais là, on parle vraiment d'une micro-bulle, quoi. C'est-à-dire que Mhm. on parle vraiment pour les biens à plus de 3 ou 4 millions d'euros. Il n'y a pas eu de baisse de volume. Par contre, sur l'immobilier classique, et j'englobe quand je dis l'immobilier classique, les biens en dessous de 3 millions d'euros, donc entre 1 et 3 millions, c'est déjà des bons montants, même si je le mettrais pas dans la gamme luxe, en tout cas à Paris. Je sais que les gens qui écoutent ça, ils peuvent trouver ça fou, mais aujourd'hui avoir Ça va paraître hallucinant pour certaines personnes. ouais, et je m'en Bon, excuse après, les parce que prix c'est de pas du Paris, tout. c'est Paris, quoi. Mais ouais, c'est ça, les prix aujourd'hui, Hmm. pour 1 million d'euros, t'as un 90 mètres carrés, quoi, en gros, enfin, selon les secteurs, voire t'as des secteurs, t'as 60 mètres carrés. Ce que je veux dire par là, c'est que les prix au mètre carré ont tellement explosé à titre perso, en tout cas, dans notre gamme prestige, les biens à moins de 3 millions, ils font pas partie de la gamme prestige, pourtant c'est des biens exceptionnels. Mais donc voilà. Et donc sur ce marché-là, oui, il y a eu une vraie baisse. Elles sont en France, il y a eu une baisse de volume de 35%. Donc, je sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça représente, c'est énormissime. Parce que c'est pas 35, enfin c'est pas que du chiffre d'affaires en moins. Alors après, quand on dit moins de 35%, ça veut pas dire que tout le monde a fait moins de 35%, mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup moins de ventes, donc des clients plus exigeants, donc des clients plus regardants aussi sur les commissions, mais par contre des clients qui ont plus besoin d'un professionnel. Donc tu vas gommer la perte de volume par le fait que tu es un peu plus indispensable que quand le marché il explose malgré tout. Mais par contre, tu as des clients qui vont être plus regardants parce qu'il y a eu une légère baisse des prix aussi. Donc qui dit baisse des prix, bah, dit baisse de notre part à nous de commission, parce que un client qui perd, eh ben, va essayer de gommer sur la commission agence, ce que je peux concevoir.
Et donc, ça a été une année très compliquée. En plus, nous, juste avant, on a rénové toutes nos boutiques, on a créé notre logiciel, on a refait notre site, on a ouvert deux agences quelques mois avant. Et donc, on a fait des ouvertures au tout début de la crise, ce qui a été très difficile. Mais par contre, aujourd'hui, on le voit, on a du coup une méthodologie qui a été peut-être plus dure auprès de nos négociateurs. Et là, aujourd'hui, là, il cartonne, quoi. C'est-à-dire que, alors que le marché est pas non plus redevenu exceptionnel. Nous, je parle de début d'année à partir de septembre, pas à partir de janvier, même si de janvier à juin, le marché a été plutôt bon pour nous, en toute objectivité. On a eu juillet, août qui ont été plus calmes que d'habitude, avec peut-être les JO, je pourrais pas vraiment dire. Et par contre, septembre, octobre, voire novembre, qui ont été des très bons mois par rapport aux années précédentes. Donc c'est plutôt très encourageant. Après, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, le métier a changé. On surfe dans les vagues de l'instabilité constamment parce que parce que on a eu une hausse des taux qui a été exponentielle en l'espace d'un an, qui a explosé, qui n'est pas faite vraiment progressivement. Donc c'est ce qui avait figé le marché. On a une baisse qui est plus structurée, qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux acheteurs parce que là, la baisse des taux sur un an, elle permet de gagner sur certains projets entre 8 à 10 mètres carrés, donc une chambre. Donc ça permet de concrétiser des projets de famille qui ont besoin d'une chambre en plus. Donc clairement, ça a permis de recréer de la fluidité. Après, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux qui redeviennent intéressants, qui vont continuer d'ailleurs, a priori, à baisser. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, aujourd'hui, la petite différence à avant, c'est qu'on a une insécurité, une instabilité, on va dire, entre guillemets, politique, qui crée un climat un peu anxiogène dans la tête des gens. Et donc, en fait, quand vous avez un projet de vie, bah, tout est un peu lié, quoi. C'est-à-dire que le projet d'acheter, c'est un projet de vie. Et quand vous avez un projet de vie, bah, tout ce qui vous entoure intègre ce projet de vie. Et donc, que ce soit l'instabilité politique, que ce soit les conflits à l'international, bah, c'est des choses que nos acheteurs nous disent, alors que quelque part, sur le pouvoir d'achat, on pourrait juste se dire, tu vas à la banque, tu vois combien tu peux emprunter, tu as de l'apport et tu fonces. Et ben, dans la tête pas de la majorité, mais de pas mal de clients, toute cette conjoncture peut être un peu anxiogène et donc les fiche dans un projet de vie. Donc c'est pour ça que je parle d'instabilité, mais le marché est quand même bien mieux qu'il y a quelques mois. Je pense que moi les prix vont repartir un peu à la hausse, mais très légèrement, parce que les taux, en tout cas s'ils continuent de baisser, je pense que les prix vont repartir légèrement à la hausse. Déjà il y a plus de baisse des prix. Enfin la baisse au dernier trimestre était de 0,6 comparé à il y a un an où elle était de 2 ou 3%. Donc on voit bien que ça a totalement freiné. Et voilà, il y a des secteurs où les prix repartent déjà à la hausse. Ok, Voilà, c'est très complet. clair. Bah, écoute, une belle vision du marché parce que ça fait un petit bout de temps que je m'y étais pas trop intéressé, donc c'est toujours intéressant d'avoir l'opinion et l'expertise des personnes qui sont dedans. Dan, je vais pas prendre trop plus de temps parce que je sais que tu es très occupé. J'apprécie vraiment ta dispo. Merci énormément. C'était un épisode riche. Riche en enseignements, riche aussi en idées de business éventuellement pour ceux qui veulent se lancer dans ce secteur. Est-ce que tu as juste 5 minutes pour quelques questions de fin? Avec plaisir, ouais. Ok, super. Première question, c'est le business le plus dingue ou étrange que tu as découvert récemment. Si tu en as vu un là ces derniers temps et tu t'es dit ah ouais tiens ça c'est quand même un business un peu un peu chelou ou au contraire qui t'a épaté par certaines mesures peut-être par le chiffre d'affaires qu'ils faisaient ou le développement qu'ils ont eu sur une Alors, période très courte. ça a rien de dingue, mais c'est une surprise. Vraiment, c'est les formations en ligne. J'ai vu les Ok. montants astronomiques
vraiment qu'on pouvait en tirer avec des formations en ligne. Et c'est marrant à quel point d'ailleurs les gens aujourd'hui sont en demande de ça, mais tant mieux. Je trouve ça bien parce que clairement ça veut dire que les gens ont envie de se donner les moyens de réussir et je trouve que c'est un bel enseignement. Mais j'étais vraiment très surpris. C'est pas quelque chose que je maîtrisais et auquel je m'intéressais. Je voyais des choses passer, abonne-toi, etc., etc. Je m'y étais jamais intéressé. Je m'y intéresse et j'ai été vraiment surpris. Alors, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, mais j'ai été surpris des gains potentiels. Alors, j'ai regardé notamment des formations en ligne aux États-Unis où certains entrepreneurs qui n'étaient pas plus connus que ça arrivent à tirer des revenus autour de 120, 150 000 euros par mois, quoi. J'ai halluciné et c'est factuel, quoi. Donc voilà, c'est peut-être le dernier truc. Il y en a certainement plein d'autres, mais là, j'avoue que j'y ai pas pensé auparavant et j'ai pas la réflexion plus que ça. Tu parles des formations en ligne dans le domaine de l'immobilier ou au global? Non, tout domaine, tout domaine, tout domaine. J'ai été vraiment surpris de voir même certaines formations très nichées exploser, quoi, et dans tous les domaines, quoi. C'est hallucinant. Avec des plateformes qui sont en train d'exploser à droite, à gauche, et il y a une véritable demande. Ouais, peut-être que je m'en rends pas compte effectivement parce que je suis un peu, enfin, je suis un peu dedans. J'ai pas de formation, j'ai jamais vendu de formation, mais je connais parce que c'est très lié au digital. Et parfois tu te dis, mais attends, cette formation là de le mec, il va apprendre, je sais pas, à dresser ton chien, il fait, tu vois, même 30 000 balles par mois avec une Ah, formation c'est là-dessus. ça. Tu Non, vois, mais c'est c'est vraiment hallucinant ça. quoi. Et je sais que dans Non, mais c'est l'immobilier aussi, hallucinant. ouais, non, mais c'est Ouais, dingue, ouais. c'est dingue. Alors dans l'immobilier, j'en ai vu plein sur Bah, pour créer, faire un investissement, pour etc., etc. Donc lié à de la rentabilité. Mais ouais. et puis du coup, j'ai regardé un petit peu les formations même sur tout, même comment monter un meuble, quoi. J'ai vu des mecs qui arrivent Mm. alors j'exagère quand je dis monter un meuble, c'est du bricolage sur plein d'aspects, mais avoir énormément, enfin des 40, 50 000 euros par mois, et donc c'est un business qui est en train d'exploser, j'ai l'impression, et ça m'a vachement surpris. Pourtant, ça n'a rien de révolutionnaire. Par contre, je pense que les outils qui ont été mis à disposition pour pouvoir mettre à disposition ces formations sont des outils où là, il y a vraiment eu une performance très importante. Et ça pourrait être pas mal. Par contre, un développement, parce qu'aujourd'hui, tu veux faire une formation, tu es obligé de passer par des plateformes, School, t'en as pas mal, enfin, voilà, Mhm. de mettre à disposition des sites qui pourraient être des sites d'entreprise pour proposer des formations en ligne, de faire la formation, par exemple, qui serait Mhm. directement adaptée à l'ensemble de notre charte graphique sans passer par une plateforme type existante. Et Mhm. ça pourrait être pas mal. Qu'on ait des aides Comme là-dessus, marque ça c'est... blanche adaptée Ouais, à c'est ton ça. branding. C'est ça. Hmm. Ça existe peut-être, mais je crois, Et qu'est-ce enfin, que tu en penses j'ai pas vu. Ok. Je pense que ça, ouais, ça existe peut-être, mais parfois c'est un peu des, c'est compliqué à utiliser quoi. Ça, t'as trop Ouais, c'est d'options. ça. C'est C'est ça. là où School, c'est très simple en fait leur proposition. Mais effectivement, School, c'est School. Ils C'est construisent leur top. marque aussi. Ouais. 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 Mm. Et qu'est-ce que tu Bah, en c'est penses des ça. formations sur l'immobilier justement en France il y a eu beaucoup de formations, de formateurs qui se sont lancés en mode achetez votre premier bien sans apport, sans, enfin, et il y a eu pas mal de critiques aussi. Est-ce que toi tu connais des formateurs immobiliers qui sont sérieux et qui font du bon taf, ou est-ce qu'au global tu te dis il y a quand même un manque de Alors, très professionnalisme? honnêtement, très honnêtement, je les ai pas suivis, donc je peux pas les critiquer parce que je sais D'accord. absolument pas ce qu'ils proposent. Je les vois passer, hein, les pubs, comme tout le monde. Mhm. Maintenant, j'aime pas critiquer quand j'ai pas vu, parce Bien que sûr. peut-être qu'ils font du très bon boulot et peut-être qu'aussi ils ont aidé des jeunes qui osaient pas franchir le cap à le faire. Il y en a qui ont eu des sacrées réussites. Il y en a une, par exemple, que qu'on voit beaucoup sur Insta. Elle s'appelle Alison. Je me souviens plus très bien son nom. Alison Jingle, quelque chose comme ça. Qui est partie de rien, qui a monté un empire immobilier et donc qui transmet beaucoup ça.
Euh, voilà, à part elle, j'en connais pas plus que ça. Mais bon, c'est sûr que comme dans tout, il y en a, ils vont te montrer une belle Rolex, une belle voiture, et t'as l'impression que tout est à eux et qu'ils ont créé un empire, alors que bon, voilà, ils ont loué ça pour la journée et ils vont te Mhm. vendre des formations, mais comme dans tout, il y a de tout. Euh, Ouais. mais je suis convaincu que par contre, il y a aussi des formations qui ont été vraiment bénéfiques. De toute façon, à partir du moment où tu donnes du conseil et que toi tu payes pour avoir du conseil, c'est que quelque part tu vas appliquer ce qu'on t'apprend. Donc, qu'ils l'aient appliqué pour eux-mêmes ou pas, je pense que c'est un peu plus complexe que juste tu vas voir ton banquier et tu te lances, mais quelque part, c'est quand même le point déclencheur. Très cool. Le business secret que tu rêves de lancer, même si j'ai l'impression que tu es vraiment passionné d'immobilier et que tu vis ta meilleure vie en ce moment avec ton entreprise, est-ce qu'il y a un autre business que tu aimerais lancer potentiellement dans les prochaines années? Non, enfin nous c'est plutôt lié à notre entreprise toujours. Hein. On est très focus sur notre boîte. Non, on lance notre licence de marque, donc ça veut dire on va développer notre marque à Paris et en France et puis on rêve un jour d'international. Mais c'est vraiment lié à notre métier. De toute façon, honnêtement, ça bouffe tellement d'énergie et tellement de temps que je serais incapable de consacrer du temps à autre chose tant que j'ai mon entreprise actuelle. Alors, si un jour je vends, je dis pas, hein, je trouverai une occupation et je suis convaincu que je trouverai peut-être d'autres idées parce que je trouve que créer, c'est génial, communiquer, c'est génial. Après, moi, mon métier, il est un petit peu fait sur mesure pour moi. Hein. S'intéresser aux gens, parler avec plein de monde, manager, motiver, créer de l'argent, négocier. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et puis aujourd'hui communiquer. Donc si tu veux, c'est un peu du sur mesure quoi. Top. Est-ce qu'il y a un service, un outil ou une personne que tu pourrais recommander pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Un service, un outil ou une personne. Euh, alors un entrepreneur, personnalité publique, j'imagine, ou pas Ouais. forcément. Ouais, ou même quelqu'un qui t'a surpris dans tes rencontres ou que t'aimerais mettre en avant tout simplement. Ouais. Bah il y a mon beau-frère pour le coup. Alors, c'est très proche, mais c'est lui qui a créé notre logiciel. En fait, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est lui qui a créé notre logiciel et il a une très belle boîte. Je trouve qu'il serait intéressant. Et après, sinon, bah, dans mes clients, mais j'en ai une tonne qui ont des vies passionnantes, mais qui sont tellement secrets que c'est Hmm. difficile de les citer. Mais pour le coup, ça, j'en ai une tonne. Et c'est vrai que quand tu vas, enfin, c'est la chance de mon métier, quand tu vas chez certaines personnes et que tu t'intéresses à leur business et que tu parles au final presque plus de leur business que d'immobilier, tu apprends des choses exceptionnelles. Après, il y a des hommes de l'ombre, comme on dit, ou des femmes de l'ombre. Euh, mais voilà, après moi, c'est vrai que c'est bizarre, mais je suis pas forcément beaucoup de personnes en règle générale. Dans l'immobilier, effectivement, tu as cité Ryan Serent, je trouve que c'est un super exemple. Et ça, dans mon domaine, en tout cas, c'est quelqu'un que je suis de très près. Après, sinon, sur les autres business, et en ce moment, je crois que j'ai trop la tête dans le guidon pour regarder ce qui se passe Ouais. ailleurs, et c'est bien dommage d'ailleurs. Mhm. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être justement ce qui fait ta force et ce qui te permet de te concentrer sur le développement de ton entreprise. Ouais, bah écoute, en tout cas, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps, mais un jour viendra. Ok. Et pour finir, est-ce que tu es à la recherche de collaborateurs? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que tu es à la recherche de Toujours, partenaires en ce moment? toujours. On recherche toujours des collaborateurs, même si on a un effectif plein, mais il y a de la place pour tout le monde. On pourrait avoir un collaborateur quasiment en plus, à peu près par point de vente. Donc ouais, non, on est toujours à la recherche. Maintenant, c'est vrai on est exigeant, parce qu'on a un effectif plein. Donc là, si on prend quelqu'un, c'est vraiment pour aller chercher de la performance, à ajouter de la valeur ajoutée à l'entreprise, que dans chaque point de vente,
il y a un équilibre aussi d'équipe à avoir. Mais oui, oui, on cherche des collaborateurs, des gens ultra motivés, qui aient de l'expérience ou pas. C'est un métier de terrain, c'est un métier où faut aimer les gens, c'est un métier où faut avoir envie de réussir, être ambitieux. Et quand on a quelqu'un qui répond à tous ces critères et qui a envie d'apprendre et qui est picousé aussi par notre marque parce qu'on aime les gens qui sont passionnés, bah clairement, il y a de la place pour eux. Très cool. Le message est très clair. Je mettrai les liens en description, même la boîte qui a développé Ouais, votre avec CRM en plaisir. interne, la boîte de ton beau-frère. Donc, un épisode ouais, qui est dédié à l'immobilier. Et c'était un plaisir d'échanger avec toi, Dan. Merci énormément. Bah Je sais merci encore une fois que tu aussi. es très occupé. Donc, c'était top. Je te remercie. Et ben merci à toi. C'était un bonheur de te voir et un grand plaisir d'échanger aussi. Ok, J'espère que ça plaira. pas de Allez, problème, j'en ciao. suis sûr. Merci pour tout, Merci Ronan. beaucoup, Dan. Bye. À plus. Ciao. Ciao.